ce premier cycle de conférence donc avec Lionel Rangeard, que j'ai rencontré dans le cadre d'un article que j'écrivais pour la recherche sur le sol, justement. Lionel Rangeard est donc directeur de recherche à l'UNA d'Agroécologie de Dijon, et il va nous parler notamment du travail qu'il a fait dans le cadre du projet Agrinov, où avec un groupe de 300 agriculteurs, ils ont mis au point un diagnostic de sol pour vraiment pouvoir se poser la question de comment nos pratiques modifient la qualité biologique des sols. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai vous l'expliquer. Peut-être juste une chose, ça va durer entre 45 minutes et 1 heure. Si vous avez des questions, des retours d'expérience, etc., peut-être gardez-les pour la fin, sauf si vous avez besoin d'une précision. Il y aura des temps un peu plus de pause, et là ce sera peut-être le moment de vous dire là j'ai pas complètement compris, parce qu'il y a peut-être des éléments qui sont un peu compliqués, donc n'hésitez pas à ces questions-là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci d'être venus si nombreux faire le format de salle. Donc, comme ce qui a été dit, voilà, je m'appelle Lionel Rangeard, je suis chercheur à l'INRA, directeur de recherche dans une UMR qui s'appelle Agroécologie. Donc, voilà, c'est pour ça que l'invitation, ça correspond à un fonds de recherche en ce moment qui est très actuel, avec beaucoup de demandes des agriculteurs, du développement agricole, mais aussi des chercheurs, de savoir un petit peu comment développer cette agroécologie. On parle de permaculture, mais il y a d'autres moyens aussi de faire de l'agroécologie, en grande culture, en viticulture, en arboriculture. Alors je vais enlever tout de suite un doute. Moi je ne suis absolument pas agronome, encore moins agriculteur. Je suis de formation d'écologue à l'Université de Lyon. J'ai même travaillé pendant ma thèse sur des écosystèmes naturels, forêt primaire en Amérique du Sud, entre autres, et j'ai été embauché il y a une vingtaine d'années à l'INRA pour travailler sur des systèmes agricoles. Et à l'époque, l'INRA, malgré tous les mots qu'on peut trouver à l'INRA sur l'historique de la Révolution verte, avait quand même une certaine vision, il y a une vingtaine d'années, de commencer à développer l'agroécologie en embauchant des écologues, et pas en saupoudrant. On a été quand même quelques-uns à être embauchés, notamment à l'INRA de Dijon, mais aussi plus largement, pour commencer à justement prôner une nouvelle agriculture avec moins de mécanisation, moins d'intrants chimiques, et qu'elle soit un peu plus vertueuse, parce qu'on commençait à avoir une dégradation et environnementale, mais aussi de la qualité des rendements. Voilà. Donc moi je vais vous parler de sol, de biologie du sol, et même plus particulièrement de microbiologie du sol, donc des micro-organismes. Tout à l'heure on a parlé des lombriques avec l'OAB. Donc ça, c'est des programmes nationaux, participatifs, justement, avec les lombriques, ils ont l'avantage d'être visibles. Donc on en parle depuis 20 ans dans le monde agricole, parce qu'on les voit, on peut les dénombrer, on peut même essayer de les reconnaître, même si c'est des fois un peu compliqué. Donc tout de suite, c'est plus pédagogique. Et puis on a un système d'observation de terrain qui permet de rendre compte si on en a, on n'en a pas, et quel est l'impact de nos pratiques. Sur les micro-organismes, les bactéries, les champignons microscopiques, qu'on ne voit pas, c'est un peu plus compliqué. Donc pendant mon intervention, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a développé comme outil, les productions de connaissances aussi qu'on a eues depuis 15 ans, et vous verrez que ça a pas mal augmenté, et je finirai par Agrinov, donc ce fameux projet de sciences participatives qui est un petit peu une révolution dans le domaine de la recherche, au moins dans le domaine de l'agroécologie, enfin dans le monde agricole. C'est un peu moins vrai dans les systèmes urbains où on fait des sciences participatives depuis plus longtemps, mais dans le domaine agricole, les sciences participatives où justement on associe les agriculteurs avec les chercheurs pour développer, co-construire des programmes de recherche, mais aussi des choses très opérationnelles, notamment comme un diagnostic de la qualité des sols et de la qualité biologique. Voilà, j'espère que ça va durer 1 heure, plus 1 heure. Moi, c'est rarement. Et puis voilà, ce qu'on avait convenu aussi, c'est que peut-être à certains moments, je ferai une petite pause, parce que je vais vous donner pas mal d'informations par package. C'est relativement structuré normalement, mais voilà, si vous avez besoin de précision, je poserai la question, si vous voulez, ou même poser une question un peu brûlante, qui soit en adéquation, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs facettes dans mon intervention. Bon, on va commencer par des généralités, parce que c'est toujours comme ça qu'on commence. Et on va remettre le discours tout de suite sur le sol et sur l'importance du sol. Je ne sais pas si c'est très visible. Ça, c'est une planche de la FAO, donc... faut éteindre, peut-être. Ça améliorera le contraste. Ça va faire comme les concerts. Tout le monde est dans le noir. Voilà. Voilà, vous allez dormir si on éteint. Non, mais si, c'est bien, c'est peut-être bien. Ou la moitié? Comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Non, mais c'est pas mal comme ça ressort. Ça fait séance de cinéma. Le problème, c'est qu'il faut aller. Voilà, donc ça, c'est une planche de la FAO qui montre un peu tous les services. Donc, c'est le service aux sociétés humaines. C'est des services directs pour nous que le sol peut rendre. Alors, c'est un petit peu flou aussi. Alors, bien sûr, il y a un service qu'on a tout de suite, c'est le service de production végétale, de fertilité du sol. C'est sur le sol qu'on fait de la production végétale, alimentaire ou biomasse. Et donc ça, c'est des services comme le cycle des éléments nutritifs,
Voilà, la séquestration du carbone, fourniture d'aliments, de fibres et de combustibles, c'est des services hyper importants. Et puis on a des services dont on commence un petit peu à revivifier l'intérêt, comme la régulation du climat. Le sol peut vraiment être impliqué dans la régulation du climat, tout simplement parce qu'on peut stocker énormément de carbone au niveau du sol et des plantes qui vont pousser au-dessus du sol. Donc ça devient aussi un élément très important par rapport à ça. Fourniture de matériaux, ça c'est historique. Dessus on fait des constructions, donc c'est là-dessus qu'on fait un fondement pour les infrastructures humaines. Et puis régulation du cycle de l'eau, hein. On a vu à l'automne avec les pluies un peu catastrophiques du sud de la France, que si le sol n'absorbe pas l'eau, ben, l'eau court, fait des inondations. Alors il y a aussi l'imperméabilisation, la mauvaise qualité des sols, le tassement qui fait ces produits. Et puis des choses qu'on oublie aussi un petit peu, tout ce qui est patrimoine culturel, qui est très important aussi au niveau du sol, mais bon, ça ne sera pas l'objet de ma conférence. Donc on voit que, et c'est reconnu à l'échelle internationale, le sol remplit de nombreux services, et on a même essayé à une époque d'estimer financièrement le coût de ces services, enfin l'avantage, et on estime ça par an, tous ces services rendus par le sol, entre 10 et 15 milliards de dollars, donc c'est des milliards de dollars, hein, ça fait un chiffre qui est un peu difficile à concevoir, par an. C'est-à-dire que si on dégrade ces services, eh ben, on va perdre économiquement, parce que ça parle souvent à nos sociétés, de façon économique à l'échelle nationale, mais aussi par les différents pays. Si on dégrade ces services, on aura une perte économique qui se verra par des baisses de rendement agricole, par une perte des terres, par des infrastructures qui vont s'écrouler, par des pertes de minerais, par des inondations, etc. Alors souvent le sol, on a une vision un petit peu réductrice et même utilitariste, et c'est pour ça qu'il a été négligé jusqu'à récemment dans son étude. On l'a beaucoup étudié d'un point de vue physico-chimique, pédologique, hein, notamment les Russes, des écoles de pédologie, mais d'un point de vue biologique, d'un point de vue biodiversité, on l'a peu étudié. Pourquoi? Parce qu'on avait une vision, ben voilà, on marche dessus, c'est un support relativement de production agricole, ça je vais y revenir, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus tout de suite. Et puis c'est un support de construction, et ça c'était vraiment la vision qu'on avait du sol, c'était globalement un support inerte sur lequel on faisait du bâti, et sur lequel on faisait pousser des plantes avec des engrais, des pesticides, un peu de mécanisation, et ça marchait pas trop mal. Voilà. Donc ça c'est une vision assez commune, hein, encore aujourd'hui. Il y a une vision un peu plus scientifique, qui est la vision des pédologues. La vision des pédologues, c'est que le sol c'est une matrice hyper hétérogène, mais qui est aussi très structurée. C'est la matrice la plus hétérogène de notre planète. Voilà, ici vous avez une fosse pédo qui descend à 1,50 m dans une parcelle viticole, domaine de la Romanée-Conti, voilà, dans la côte au sud de Dijon, donc c'est des vins prestigieux. D'ailleurs, c'est plus du tout le sol originel, hein, pour la petite histoire. En fait, c'est du sol qui a été ramené par les moines suite à des processus d'érosion. C'est-à-dire que le sol qu'on voit en surface, et même jusqu'à 1 mètre, c'est pas le sol qui devrait être là, parce qu'ils allaient le prendre dans la plaine, dans la cour du château, pour le ramener au niveau des vignes. Donc, quand on dit l'effet terroir sur les vins, etc., bon, en train de avoir un discours là-dessus, mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, le sol, c'est quelque chose qui est en 3 dimensions, horizontale, verticale et temporelle. Temporelle parce que le sol se crée au cours du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on crée 0,05 mm de sol par an, en moyenne. Ça veut dire que si on a un processus d'érosion qui fait perdre 50 cm de terre, il faut des centaines, voire des milliers d'années pour les reconstituer d'un point de vue naturel. Donc l'échelle de la génération humaine en termes de résilience, elle est totalement dépassée. Donc quand on perd un sol d'un point de vue mécanique, on perd un sol. Pourquoi je vous parle de pédologie? Non pas parce que je suis pédologue, ce qui n'est pas le cas, mais c'est parce qu'en pédologie, on regarde un peu plus finement comment est construit le sol, et on voit qu'il est fait de particules minérales, les sables, les limons, les argiles, et que tout ça va s'amalgamer, va se coller avec des ciments organiques et former des agrégats. Alors on a des macro-agrégats qui sont de taille de 1 ou 2 mm, on peut les voir, puis on a des micro-agrégats qui sont plutôt de la dizaine ou de la centaine de micromètres. Et ceux-là, on ne les voit pas. Pourquoi je vous parle de ces agrégats? Parce que ces agrégats, en fait, c'est des habitats. Bien sûr que ça fait la structure du sol. Un agriculteur, il connaît bien ça, parce qu'un sol qui est bien poreux, c'est un sol qui est agrégé, qui est structuré, donc il va avoir une réserve hydrique, il ne va pas être tassé, et il ne va pas subir l'érosion. Il est stable dans sa structure. Parce qu'on a des macro-agrégats et des micro-agrégats. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle la fertilité physique. Mais ces agrégats sont aussi des habitats, et notamment des habitats pour les micro-organismes. Et dans les macro-agrégats, on va trouver des champignons microscopiques, hein, des filaments qui font quelques dizaines de micromètres. Et dans les micro-agrégats, on va trouver des bactéries. Et pourquoi je vous donne un petit peu ces notions d'habitat? Parce que quand on a ces habitats, ça veut dire qu'on a des habitants dedans, mais c'est aussi parce que souvent nos pratiques agricoles, notamment le labour, hein, et je reviendrai dessus de façon plus intensive, c'est le cas de le dire, casse ces macro-agrégats, fait des processus d'érosion, de tassement, mais aussi détruit les habitats des champignons. Ce qui fait que ça impacte directement sur l'abondance et sur la diversité des organismes vivants
au niveau du sol. Les bactéries, elles ont un petit peu la chance d'être coincées dans les microagrégats qui sont un peu plus petits, un peu plus stables, donc leurs habitats ne sont pas dégradés, en tout cas moins, ce qui fait qu'elles résistent un petit peu mieux à ce type de pratique au sol. Alors on va venir bien sûr à la vision des écologues, c'est-à-dire voilà, la biodiversité du sol. Donc vous avez ici un kaléidoscope des organismes, un petit peu résumé, des organismes qu'on peut trouver au niveau du sol. Vous voyez qu'on a une grande différence de taille. Les plus petits, ce sont les bactéries. Les encore plus petits sont les virus, mais on ne connaît pas grand-chose dessus, mais ils existent. Bactéries, champignons microscopiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les micro-organismes, et c'est ma spécialité, donc je vais vous parler de ça ce soir. Et puis après, on arrive dans le monde de la faune du sol. Donc microfaune, avec des choses comme les nématodes, les protozoaires, mésofaune, avec les amphitrhéides, les diptères, et puis macrofaune, on commence à les voir. Tout à l'heure, on a cité pour la macrofaune les vers de terre, donc, qui sont un peu les stars, les ingénieurs des écosystèmes, parce qu'on sait les reconnaître, on sait les dénombrer, avec le processus moutarde, on les fait sortir du sol, et ça devient un indicateur de qualité biologique du sol. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup de vers de terre qu'on a beaucoup de bactéries ou beaucoup de champignons, et inversement, c'est pas parce qu'on a beaucoup de champignons ou de bactéries qu'on a beaucoup de vers de terre. Ils cohabitent tous dans un sol, ils sont tous importants pour le fonctionnement du sol, mais c'est pas parce que voilà, on en a un abondamment que tous les autres sont là de façon abondante. Donc l'intérêt, c'est de mesurer tout ça, si on veut avoir une idée de la diversité du sol. Puis après, bien sûr, on a de la mégafaune, bien sûr, on a des végétaux qui font partie du sol, notamment par leurs racines, organismes fouisseurs, etc. Cette diversité, elle est tellement importante qu'en fait, on estime que 30% de la diversité de notre planète se trouve dans le sol. Pas sur le sol, dans le sol. C'est-à-dire des vers de terre jusqu'aux bactéries. On a 30% de la diversité de notre planète. Donc c'est vraiment, et le sol est même considéré comme la troisième frontière biotique, c'est-à-dire que, et une frontière relativement méconnue jusqu'à récemment, et qui porte énormément d'organismes de tailles différentes, mais aussi avec des gènes très différents. Et c'est ça qui est important au niveau globalement de la biodiversité, bien sûr, c'est d'avoir des espèces, mais ces espèces, elles portent des gènes différents qui vont exprimer des fonctions. Et ces fonctions vont remplir les services que je vous ai précisés tout de suite au début. On y aura l'occasion de dire. Alors on va se remettre dans un contexte un peu agricole. Voilà, ça c'était les généralités. Dans le contexte agricole aujourd'hui, le but c'est de produire autant, voire même plus. Alors après on peut remettre en cause les évolutions de la population mondiale, parce que c'est un peu comme le climat, il y a des incertitudes. Donc le but c'est de produire au moins autant, c'est-à-dire pas avoir un décrochage des rendements, mais surtout de produire mieux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue santé publique, d'un point de vue nutritionnel. Et si on veut produire un des bras de levier de ce maintien de la production, bien sûr, c'est le sol. Et le sol, c'est ce que je vous mettais de façon obsolète, n'est plus un simple support inerte de production sur lequel on mettait une plante, et c'était un support dans lequel on mettait de l'engrais avec des pesticides. Ça, c'était un peu la vision d'il y a 30 ans avec la révolution verte. Ça a eu un certain bénéfice, notamment pour nourrir une France et une population mondiale. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est plus sur les mêmes objectifs de production, donc on peut un peu revisiter ce modèle. Et donc il faut considérer le sol comme un véritable écosystème avec une biodiversité, qui est un patrimoine biologique, qui est à même de rendre ces fameux services, notamment en termes de fertilité, pour les sociétés humaines et donc pour la production agricole. Et le but, c'est de considérer le sol, en agroécologie, c'est un des bras de levier, c'est pas le seul bras de levier, mais le sol est un des bras de levier pour mener l'agroécologie. Donc là, on parle des organismes qui sont dans le sol, il y a d'autres bras de levier qui sont sur la surface du sol et au-dessus du sol pour aussi développer de l'agroécologie, en gérant notamment la diversité végétale, etc. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite, c'était un peu des généralités. Je ne vous ai pas tous perdus, de toute façon je ne vous vois plus, donc c'est pas vrai. Là, on va rentrer un petit peu plus précisément dans les organismes que l'on travaille à Dijon et sur lesquels on est devenu spécialiste, donc c'est les micro-organismes. Ces micro-organismes, quelques chiffres assez impressionnants, bactéries et champignons, dans 1 gramme de sol, vous avez 1 milliard de bactéries. Dans 1 gramme. 1 gramme, c'est pas grand-chose, c'est même pas la cuillère à café, là, on a quelques grammes de sol. 1 milliard d'individus. Et dans ce milliard d'individus, vous avez 1 million d'espèces. Quand je vous disais que le gros de la diversité terrestre, enfin de notre planète, était dans le sol, avec, alors la notion d'espèce chez les bactéries elle est toute relative, mais on va dire, on va appeler ça quand même des espèces. Chez les champignons, ils sont un peu plus gros, donc on en met un peu moins. On a quelques millions de champignons par gramme de sol et quelques milliers, dizaines de milliers d'espèces. Donc on est sur une diversité d'espèces, mais aussi de gènes, qui est très importante. Donc ça, c'est le premier constat. Ce sont les organismes les plus diversifiés du sol, mais aussi de notre planète. Les espèces d'oiseaux, c'est 400 espèces sur la Terre. 1 million dans 1 gramme. Et d'un gramme à l'autre, on n'a pas les mêmes espèces. Donc vous imaginez à une échelle un peu plus globale. Ça, c'est des chiffres d'abondance et de diversité. Cette diversité, elle leur donne certaines capacités, notamment d'adaptation.
Alors ils ont une petite taille, ça on va pas revenir là-dessus, mais ils ont un temps de génération très court. Les bactéries peuvent se multiplier pour certaines toutes les demi-heures, quand les conditions sont optimum. Ça veut dire qu'elles vont se multiplier, elles vont avoir beaucoup de mortalité, au cours de la multiplication elles vont faire des erreurs dans leur ADN, dans la réplication de leur ADN, elles vont faire des mutations, et ces mutations vont leur donner des caractères adaptatifs, sélectifs, par rapport à des perturbations. Les exemples, c'est des sols pollués, avec des fois des molécules qui n'existent pas, chlordécone, lindane, toutes ces bêtises qu'on a fait d'un point de vue chimique dans les années 70-80, où on crée des molécules qui n'existaient pas dans la nature, en plus qui étaient hyper stabilisées avec du chlore. On les a mis au niveau du sol, et bien les bactéries, en 20 ans, 25 ans, elles ont commencé à se multiplier, à s'adapter à cette source de molécules pour le dégrader. Parce que le sol reste un milieu pauvre pour les organismes en général, 1 ou 2, 3% de carbone dans des sols agricoles ou même dans des sols prairiaux. C'est relativement pauvre en termes de substrat, en termes de frigo qui est plein. Donc quand vous avez une molécule qui arrive de façon abusive dans l'environnement et dans le sol, les micro-organismes ils essaient de s'adapter pour l'utiliser comme une source de carbone et d'énergie. Ça a été le cas du lindane. On a mis 25 ans pour commencer à trouver des bactéries qui naturellement étaient adaptées pour dégrader le lindane. Le chlordécone, on cherche encore. Il y en a sûrement, mais voilà, c'est un peu plus stabilisé et un peu plus problématique. Et en plus, c'est dans des systèmes qui sont tropicaux avec beaucoup d'argile, donc les systèmes sont un petit peu aussi absorbés sur les argiles. Donc on a des organismes qui vont s'adapter très rapidement aux perturbations de l'environnement. Et Dieu sait que les pratiques agricoles, dans certains cas, sont des pratiques qui sont assez perturbantes, quand on fait un labour, quand on met des produits phyto, quand on met un engrais, quand on laisse le sol nu, ce qui n'existe pas normalement naturellement, tout ça c'est de la perturbation. Et bien ces micro-organismes, ils vont beaucoup plus vite s'adapter qu'un lombric, qu'un scarabée ou qu'un amphitryne. Et donc, ce phénomène d'adaptation, elle va permettre aussi, par exemple, de dépolluer l'environnement, etc., mais elle va aussi permettre une résilience très importante. C'est-à-dire que quand on perturbe le sol par des pratiques et sur la microbiologie du sol, en quelques mois, des fois années, on peut avoir un retour à un état initial de l'abondance et de la diversité des micro-organismes. Donc une énorme capacité d'adaptation. Et puis, dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est que ces bactéries et ces champignons, ils sont impliqués dans des fonctions qui sont hyper importantes. La première, si on doit en retenir qu'une, c'est la minéralisation de la matière organique. Ce sont les bactéries et les champignons, et personne d'autre au monde, qui sont capables de transformer votre matière organique dans le sol en matière minérale. C'est-à-dire qu'ils ont de créer de la fertilité pour les plantes. Et les plantes ne peuvent se nourrir que de nutriments minéraux, et bien sûr d'un peu d'eau, et bien c'est fourni naturellement par les micro-organismes à partir de la matière organique de votre sol. En termes d'application, ça veut dire que si on fait des amendements organiques et qu'on a un sol qui est pauvre en microbiologie, ça ne va pas tourner. Vous aurez peu de fertilité sur la base de ces amendements. Par contre, si vous avez un sol qui est riche en microbiologie et que vous mettez des amendements organiques, vous allez avoir de la fertilité biologique par la minéralisation de la matière organique. Les micro-organismes aussi sont hyper impliqués dans la structuration du sol. Vous verrez, j'ai des petits exemples de démonstration. En fait, c'est eux qui créent la porosité. On parle souvent des vers de terre comme des laboureurs biologiques. Oui, ils font des galeries, ils font des turicules, mais ceux qui créent les macros et les micro-agrégats, ce sont les champignons et ce sont les bactéries. C'est eux, parce qu'en dégradant la matière organique, ils vont faire des petits ciments organiques qui vont coller les particules minérales entre elles. Et c'est ça qui va faire de l'agrégation. Comme ils sont capables de dégrader de la matière organique, ils sont capables de dégrader tout. Les organismes, les micro-organismes, l'exemple du lindane avant, ils sont capables de dépolluer nos sols. Et heureusement, il y a beaucoup de pollutions qui sont amenées dans les sols, agricoles, industriels, urbains, et les micro-organismes dépolluent. Sauf que quand ils ne sont pas efficaces à 100%, comme dans le cas du glyphosate, molécule qu'on disait biodégradable en 3 semaines et pas rémanente dans la nature, et ben ça marche en laboratoire, la biodégradation optimum. Dans la nature, des fois, c'est un petit peu moins efficace. Et donc, on a quand même des accumulations de certains produits qui doivent se biodégrader. Mais ce sont les micro-organismes qui dégradent. Et en plus, dans le cas du glyphosate, on a des sous-produits qui sont un peu plus toxiques même des fois que la molécule originelle. Et puis quelque chose que je ne développerai pas, c'est la lutte contre les pathogènes. Ça aussi c'est de l'agroécologie. Le but c'est quand on a des pathogènes sur une culture, c'est pas obligatoirement de les combattre avec des produits chimiques, mais c'est de trouver un autre organisme vivant, microbe ou autre, dans le cas là il y a beaucoup de microbes, qui soit un antagoniste de ce pathogène, et c'est ce qu'on appelle le biocontrôle. Donc on va combattre un pathogène avec une bactérie bénéfique. Voilà. On peut combattre une bactérie pathogène avec une bactérie bénéfique ou un insecte avec des bactéries ou avec des champignons. C'est la lutte biologique, c'est ce qu'on appelle maintenant le biocontrôle. Alors voilà, quand même, il faut imaginer un petit peu nos acteurs. Ça, ce sont des différentes formes de bactéries. Donc on en a en rond, c'est ce qu'on appelle des coques, en bâtonnet, c'est ce qu'on appelle des bacilles. Il y en a même qui ont une sorte de queue, qu'on appelle un flagelle. Vous voyez qu'il y a quelques formes morphologiques différentes, et globalement elles sont toutes là, il y a même un peu des spiries.
C'est pas avec la forme morphologique qu'on va différencier les espèces, c'est vraiment après avec des outils plus puissants, notamment de la biobiologie moléculaire. Hop, et un petit film aussi qu'on avait fait à l'époque avec Arte, voilà, pour vous montrer ce que sont les bactéries et les champignons. Je vais faire un petit arrêt. Les grands filaments, ce sont des champignons microscopiques. Nous, souvent, on voit la fructification, le carpophore, etc. Mais ça, c'est une toute petite partie des champignons qui, à un moment, fructifient. Le gros des champignons, ce sont des filaments microscopiques qui sont dans le sol, notamment dans ces macroalgues. Et puis les petits ronds un peu isolés, ou les bâtonnets, hein, les bacilles, ce sont des bactéries. Et tout ça, c'est vivant. Oh, pardon. Comme ça. Voilà, tout ça c'est vivant, ça bouge, hein, ça c'est dans un milieu de culture. Il y en a même qui bougent un peu plus que d'autres. On a des bactéries qui sont un peu faciles et puis on en a certaines qui vraiment remontent. Là, vous voyez la mobilité de celle-là, c'est ce qu'on appelle un spirille. Voilà, il y en a qui sont très excités et puis il y en a qui sont très latentes. Ça aussi c'est des stratégies écologiques. On a des bactéries qui sont un peu excitées, qui vont se multiplier rapidement, puis on a des bactéries qui vont, elles, se multiplier avec des temps de génération plus longs et qui vont plutôt stabiliser le milieu. Alors que les premières qui sont excitées, elles sont plutôt là pour coloniser un nouveau milieu ou après une perturbation. On appelle les stratèges R en écologie. Et après, c'est un peu comme chez les plantes, hein, vous avez d'abord des plantes pionnières, puis après vous avez des plantes plus stabilisatrices. Et bien c'est pareil au niveau des bactéries. Alors, pour revenir sur la biodiversité, puisque c'est bien beau de dire qu'on a beaucoup de bactéries, qu'on a beaucoup d'espèces différentes, que ça remplit des grandes fonctions. Maintenant, il faut, d'un point de vue expérimental, et c'est notre rôle, nous, non seulement décrire cette biodiversité, mais aussi comprendre à quoi elle sert au niveau du sol. Et on part d'une loi écologique assez simple, toutes les lois écologiques sont simples, l'assurance écologique qui a été d'ailleurs décrite par Michel Leroux en français dans les années 2000 et qui dit, à l'échelle d'un écosystème, que la biodiversité est synonyme de productivité et de stabilité. C'est presque un programme politique à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Michel Leroux n'était pas du tout microbiologiste, il travaillait plutôt sur les forêts et les écosystèmes prairies, donc au niveau du végétal, et il a fait la démonstration qu'une prairie ou une forêt qui est bien biodiversifiée, eh ben, elle a une production de biomasse qui est supérieure, et puis surtout elle a une stabilité, c'est-à-dire une résistance ou une résilience aux perturbations, quand il y a un aléa climatique ou quand il y a une pollution, qui est aussi supérieure. Donc ça a été démontré pour les végétaux, et si on transpose cette idée d'assurance écologique au sol, et notamment au sol agricole, on ne va pas tellement vendre la biodiversité en termes de productivité. C'est-à-dire qu'on ne va jamais, en tout cas au niveau de l'INRA, vous dire que parce que vous avez plus de biodiversité dans votre sol, vous aurez des meilleurs rendements. C'est pas faux, mais il y a tellement de brades de vie agronomiques pour améliorer les rendements que c'est pas là-dessus qu'on va jouer. Par contre, la biodiversité va être synonyme de stabilité. C'est-à-dire qu'un agriculteur, ou quelqu'un qui utilise son sol pour de la production végétale, qui a un sol qui a un bon rendement ou une bonne production de biomasse et qui a une bonne biodiversité dans son sol, va avoir une durabilité dans cette productivité. Voilà. Donc c'est plutôt une notion de durabilité. On assure la durabilité. Par contre, quelqu'un qui a des très bons rendements, par exemple en céréales, mais qui a un sol qui est complètement dégradé au niveau biologie et biodiversité, n'aura pas une bonne durabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on le voit à l'échelle internationale, excusez-moi du terme, mais ça se casse la gueule au niveau rendement, c'est ce qu'on appelle les rendements décroches par rapport à ça. Parce que la biodiversité a un rôle dans la stabilité de cette productivité. Et donc la biodiversité, on peut la considérer comme une assurance, notamment pour les productions agricoles, à court et moyen terme. Tout ça, c'est de la théorie. Hein, on part des systèmes prairies et forêts et on essaye de transposer ça au sol et à la biodiversité du sol. Maintenant, le but, c'est de le démontrer. Donc de façon très expérimentale et sans rentrer dans la technique, c'est ce qu'on a fait à l'INRA de Dijon. On a fait des dilutions, des érosions de diversité de façon purement artificielle au niveau d'un sol. C'est-à-dire qu'on a pu obtenir un sol avec sa diversité élevée, naturelle, c'était un sol de prairie à la base. Et le même sol, on a éliminé 30% des espèces. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter après si ça vous intéresse. Et puis on est allé aussi, le même sol, hein, toujours physico-chimiquement, le même habitat, on a réussi à enlever 50% des espèces, bactéries et champignons. Bon, une fois qu'on a fait ça, on est bien content. Le but après, c'était de tester ces grandes fonctions, minéralisation de la matière organique, structuration du sol, etc., en fonction de ces différents niveaux de diversité. Donc on est vraiment sur la même matrice sol, avec des niveaux de diversité différents. Voilà, donc on a testé différentes fonctions. Alors, je ne rentre pas dans les détails de toutes ces fonctions, mais je vais vous montrer les résultats. C'est-à-dire qu'une baisse simplement de 30% de la diversité microbienne. C'est-à-dire qu'on globalement, on passe d'1 million d'espèces à 700 000 espèces, ce qui est encore non négligeable. Hein. Et bien on baisse de 40% la minéralisation de la matière organique. Ça veut dire qu'on baisse de 40%, presque de la moitié, la capacité de dégradation de la matière organique du sol, par la biologie. De toute façon, il n'y a que la biologie qui le dégrade. Donc ça, la fertilité biologique, elle chute de presque 40 à 50%.
On a fait des choses beaucoup plus simples, où dans ces différents niveaux de diversité du même sol, on a mis des plantes, là c'est une luzerne, on a mis aussi du blé, on perd de 50% la productivité végétale. Je vous détaillerai ça un peu après. On perd aussi 50% de la stabilité structurelle du sol. C'est imagé par la suite. Et puis, on a aussi fait des inoculums de pathogènes dans ces sols, notamment des pathogènes qui n'existent pas dans le sol, donc qui ne doivent pas se maintenir. Et le pathogène qu'on a utilisé, c'est l'Listeria monocytogenes, qu'on connaît, c'est un pathogène humain, qui n'existe pas dans le sol. Quand vous mettez ce pathogène, ça c'est l'échelle de temps avec le nombre de cellules de ce pathogène, en 5 jours, il disparaît du sol, normalement, quand vous avez une diversité qui est relativement normale, élevée. Si vous baissez de 30 à 50% votre diversité, vous avez une baisse de l'effet barrière, en fait, de toute la biodiversité, et le pathogène commence à s'implanter, à rester dans le sol, parce que justement, vous avez libéré des habitats, puisque vous avez éliminé des espèces qui occupaient des habitats, et bien le pathogène va remplir ces habitats, va coloniser ces habitats. Il n'a plus un effet barrière par rapport à ça. Donc vous avez un pathogène, Listeria, qui peut rester plus de 20 jours dans le sol. Et un pathogène qui reste un peu plus longtemps, c'est un pathogène qui peut développer un peu plus facilement des foyers épidémiologiques et des maladies. S'il disparaît vite, il n'a pas le temps de faire. Alors, je vais revenir un petit peu sur 2 exemples, la productivité végétale. Voilà, donc vous avez des plants de luzerne qui ont 4 semaines, elles ont été plantées en même temps, c'est le même sol, la seule différence entre les 2 pots, c'est que là on a une biodiversité élevée, et ici on a perdu à peu près 30% de la biodiversité microbienne. On a fait l'expérience dans 2 cas de figure, sans engrais, c'est au-dessus, donc vous avez ici les surfaces foliaires, donc c'est un phénotypage automatique. Vous voyez que quand j'ai une diversité du sol qui est faible, eh ben, j'ai une surface foliaire, bon, ma plante pousse, mais j'ai une surface foliaire qui est très réduite par rapport à la luzerne qui pousse dans le sol avec une diversité élevée. Et puis on a rajouté de l'engrais, puisqu'on s'est dit, c'est peut-être limitant, donc on va rajouter de l'engrais. On va enlever tous les facteurs limitants nutritionnels. Donc on met une solution classique NPK. On voit que l'échelle de la surface foliaire change, hein, elle prend presque un facteur 10, c'est-à-dire que nos luzernes se développent mieux dans les 2 cas de figure, mais on garde, même avec de l'engrais, on garde toujours l'écart de développement végétatif entre la luzerne qui a poussé dans une diversité faible de sol et celle qui a poussé dans une diversité élevée. C'est-à-dire qu'indépendamment des bras de vie agronomiques, on a quand même un effet biodiversité sur le développement végétatif de la luzerne. Alors vous pouvez me dire, la luzerne, on s'en cogne un petit peu, hein, c'est une plante d'interculture, un engrais vert, c'est pas vraiment une plante où on veut du rendement. On a fait la même chose avec le blé. J'ai pas ça ici, mais je pourrais vous fournir ça. On a fait la même chose avec le blé. Pour le blé, c'est un petit peu différent. Au bout de 6 semaines, en fait, dès le départ, le blé qui est dans le sol avec la biodiversité faible pousse mal, pousse moins bien, mais ça se rattrape au bout de 6 semaines. C'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines, d'un point de vue végétatif, il rattrape le blé qui a poussé dans un sol avec une diversité élevée, sur le côté surface foliaire, développement de tige, même développement de racines. Après, on n'a pas poussé l'expérience plus loin parce qu'on n'était pas dimensionné au niveau serre et au niveau pot. Ce retard de croissance au départ, peut-être qu'il va engendrer une moins bonne qualité des farines, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue protéines, je ne sais pas. On ne l'a pas testé. Peut-être que la plante qui a eu un retard de croissance au départ sera moins résistante aux maladies. Tous les paramètres qui pourraient être testés par rapport à ce retard de croissance au niveau du blé. En tout cas, la biodiversité du sol, indépendamment des bras de vie agronomiques, elle entraîne directement une production végétale. Et pourtant, je vous ai dit au début qu'on se refuse à dire, quand on fera un diagnostic de biodiversité d'un sol chez un agriculteur ou chez un maraîcher, etc., de relier un niveau de biodiversité à un niveau de productivité. On sait que si on baisse la biodiversité, la productivité peut baisser, mais il n'y a pas une métrique exacte entre ces deux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas. Ah, pas tout le monde. Je me demandais comment vous avez réussi à réduire la biodiversité. Alors ça, c'est la question. Je ne vais pas dire un nom parce que c'est techniquement. En fait, comment on fait? Alors, je vais vous expliquer. Des produits chimiques? Non, on ne met pas de produits chimiques. Le but, c'était de ne pas modifier l'habitat. Donc, il y en a qui auraient fait justement de la fumigation, qui auraient fait un petit peu de montée de température du sol, mais là, on fait une bouillie de sol. La fumigation, on tue ceux qui sont dans les macro-agrégats et pas dans les micro-agrégats. En fait, on a sorti la communauté du sol. C'est-à-dire qu'on broie le sol dans un tampon et on met toutes les bactéries et les champignons dans un substrat liquide et on élimine le sol par centrifugation successive. Et donc on a une sorte de bouillabaisse de bactéries et de champignons qui est toute la diversité du sol. Et en parallèle, le même sol, on le stérilise mais au rayon gamma, par irradiation. Donc là, tout est mort. Par contre, on garde totalement la structure intègre physique et même de la matière organique. Et après, tout simplement, comme nos bactéries et nos champignons sont dans une solution, on va les diluer avec des suspensions dilution et on va réinoculer des suspensions de dilution qui nous amènent à une perte de 30% de diversité. Donc on élimine les espèces minoritaires et jusqu'à 50% de la diversité. On laisse incuber et après on teste nos différentes fonctions. Pas d'autres points d'éclaircissement? Je continue.
Alors, ça, c'est la dernière fonction qu'on a mesurée. C'est un slack test. J'en ai amené un ici que je vous laisserai d'ailleurs. Parce qu'on travaille avec une petite association. Voilà. Hop là, excusez-moi. Je vais avancer. C'est un test. Oh, décidément, je maîtrise mal la vidéo. C'est un test. Ça m'en va. C'est un test de désagrégation de mode de sol dans l'eau. Donc c'est tout bête. C'est ça. Hein. C'est du plexiglas, des filiers de plexiglas avec un bac à eau. Et puis là, on a 2 chambres. Là, on a un système de 4 chambres. Et on met une mode de sol. J'arrête parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite. Il y a un discours qui va avec. Et en fait, le but, c'est de mettre des modes de sol. Alors, vous prélevez une motte sur votre sol, hein, n'importe quel type de sol. Vous la faites sécher avant. Il ne faut pas faire ça avec des mottes humides. Et vous l'immergez dans l'eau. Et puis, vous la regardez. Vous regardez comment elle résiste. Alors, quand on a 2 chambres, c'est un système comparatif. Hein. Il n'y a pas un référentiel qui vous dit en fonction du temps. Et là, dans cette expérience-là, le but, c'est de regarder quelle est la résistance à la désagrégation dans l'eau du même sol, mais en fonction des différents niveaux de diversité. Donc, je reprends la diversité maximum, enfin, celle qu'on a initialement, celle qui est baissée de 30%, celle qui est baissée de 50%, et puis on allait un peu plus, on a mis du sol stérile. Et on a plongé ça dans l'eau. Et là, on a tout de suite une indication de la stabilité structurelle. C'est-à-dire, si ma motte se désagrège très rapidement, c'est un sol qui ne se tient pas dans l'eau, donc après une forte pluie, donc c'est un sol qui peut se tasser, et c'est un sol aussi qui peut subir l'érosion. Et ben, c'est assez flagrant. Bon, le stérile, il reste pas très longtemps. Alors, c'est un peu accéléré, hein, parce que sinon ça dure 5 minutes. Mais le stérile, on le perd en moins d'1 minute, et puis le faible et la diversité moyenne, en 2-3 minutes, tout se désagrège. Et celui qui résiste un peu, alors il y a aussi un peu de désagrégation, celui qui résiste un peu, c'est celui qui a la diversité la plus élevée. Et après, le test ultime, vraiment d'une pluie très forte, c'est de secouer ça 3 fois, et après de regarder ce qui reste. On peut même peser pour regarder un peu ce qui reste en termes de masse, mais c'est plutôt un test visuel, hein, d'observation. On peut faire ça au terrain à partir du moment où les mottes sont sèches, entre 2 parcelles, une qui est labourée, une qui n'est pas labourée, ou une qu'on pense un peu plus soumise à l'érosion. Et ce qu'on voit, c'est que là, d'un point de vue expérimental, on a un lien direct entre la biodiversité de notre sol, c'est le seul paramètre qui change, hein, et la stabilité structurelle, donc la résistance à la désagrégation, la résistance à l'érosion, la résistance au tassement de notre sol. Voilà, ça c'était un peu un premier package pour vous montrer qu'il y a une grande abondance, une grande diversité de micro-organismes dans le sol, et que ces organismes, cette biodiversité, elle est bien sûr patrimoniale, c'est pas négligeable, hein, le service patrimonial, mais elle est aussi très fonctionnelle en termes de croissance des végétaux, en termes de résistance du sol, enfin, de la stabilité structurelle du sol, de dégradation de la matière organique, donc de fertilité naturelle et biologique du sol. Après, quand on vous dit qu'il y a beaucoup de biodiversité, c'est important d'avoir un sol biodiversifié avec beaucoup de micro-organismes aussi. Faut-il être encore capable de pouvoir mesurer cette abondance et cette diversité des micro-organismes dans le sol. Donc là, on va attaquer une deuxième partie. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais en fait, comme ces micro-organismes, ils sont petits, ils sont hyper nombreux, hyper diversifiés, qui sont coincés dans une matrice obscure qui est le sol, et ça fait longtemps qu'on ne travaille plus comme Pasteur à l'observation. On travaille depuis une vingtaine d'années avec des outils moléculaires, un peu comme les séries américaines, il faut retrouver les coupables. C'est pareil, on ne va plus isoler les individus, on ne va plus observer les individus, mais on va essayer d'isoler leurs marqueurs génétiques. Et quand on était sur une boîte de pétri, donc c'est des milieux où on faisait pousser les bactéries, quand on essayait de faire pousser toutes les bactéries du sol là-dessus, on avait à peine 1% des bactéries du sol qui étaient capables de pousser sur ces milieux qui n'étaient pas sélectifs. Alors qu'aujourd'hui, on est capable d'extraire plus de 90% d'ADN d'un sol. Donc on a des outils moléculaires qui sont beaucoup plus représentatifs de l'immense diversité des micro-organismes, et aussi qui sont très puissants en termes de routinisation et même de baisse de coût par rapport à ça. Et donc on a développé, sur la base de cette extraction d'ADN, donc aujourd'hui, classiquement, on extrait l'ADN. Alors ça paraît un petit peu technique, un petit peu moderne, mais en fait c'est assez compliqué que ça, d'extraire l'ADN. On a même des kits, et c'est même en train d'être transféré à des laboratoires de prestation. Et à partir de cet ADN, on a 2 gros indicateurs qui vont un petit peu alimenter le reste de mon intervention. Tout simplement, on va quantifier l'ADN. Donc on va regarder la quantité d'ADN qu'on est capable d'extraire du sol. Et on fait le postulat, mais on l'a démontré, que plus on extrait d'ADN, plus on a de micro-organismes dans le sol qui portent cet ADN. Ça paraît simple, hein, mais voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle la biomasse microbienne, mais la biomasse moléculaire. Et c'est un premier indicateur d'abondance. C'est-à-dire que cet indicateur-là, en fait, va vous renseigner sur la quantité de micro-organismes. Cette biomasse, cette abondance de micro-organismes, bactéries et champignons. Et puis on a un deuxième indicateur qui est un peu plus compliqué, où on fait du séquençage massif. C'est-à-dire que cet ADN, on ne va pas simplement le quantifier, on va aussi tout le séquencer. Et là, on va être capable d'identifier toutes les espèces sur la base de leur séquence d'ADN. Et on va simplement faire un nombre d'espèces, que l'on a un nombre de taxons même, ça serait plus simple et plus juste,
un nombre de taxons microbiens qu'on a au niveau du sol, c'est un indice de diversité. Donc on a deux indicateurs qui, d'un point de vue écologique, sont très reconnus, l'abondance des organismes et la diversité des organismes.